Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le forum de réconciliation nationale et du dialogue politique s'est conclu mercredi avec un cessez-le-feu pour la Centrafrique. Les délégations de l'ex-rébellion Seleka, des anti-Balaka et des confessions religieuses centrafricaines étaient réunies au Congo. L'Afrique veut apporter une réponse continentale aux problèmes de terrorisme, de piraterie et autres crises. La mise en place d'un cadre intercommunautaire de coopération et d'un code de conduite contre la piraterie ont notamment été évoqués par le président camerounais Paul Biya. Et puis quand urbanisation rime avec pollution, la faible qualité de l'air est pointée du doigt dans de nombreuses mégalopoles africaines. Mais faute d'indices fiables, il est difficile de la mesurer, des conséquences qui pourraient peser sur la santé des habitants du continent. Le retour de la paix acté en Centrafrique, les délégués de l'ex-rébellion Seleka, des anti-Balaka et des confessions religieuses centrafricaines s'y sont engagés mercredi. Un accord de cessation d'hostilité a été signé à l'issue du Forum de réconciliation nationale et du dialogue politique à Brazzaville. Les détails de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Les assises de Brazzaville sur la paix en Centrafrique se sont terminées mercredi soir par la signature d'un accord de cessation d'hostilité. Les frères ennemis d'hier ont paraphé un texte qui les oblige d'arrêter immédiatement les combats, de cesser toute campagne de haine et de violence et de s'impliquer dans le processus global de réconciliation nationale. Après avoir demandé la scission de la Centrafrique en deux et boycotté les travaux en commission mardi, les délégués des ex-Seleka sont revenus à la table des discussions ce mercredi. Devant le monde entier, nous avons pris un engagement. Notre engagement envers la cessation des hostilités en République centrafricaine est ferme. En revanche, pas d'accord sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Pour l'ex-Seleka, ce volet devra faire l'objet de discussions entre partenaires au développement à Bangui. Pour le président congolais, médiateur dans la crise centrafricaine, il s'agit d'un processus et l'important est de respecter les acquis. Nous faisons confiance à vous tous dans la poursuite du travail que vous avez si patiemment amorcé et dans le suivi effectif des engagements pris qui doivent être tenus. C'est pour cela que pour ma part, j'ai tenu à signer ces engagements personnellement. Temps fort de la dernière journée des travaux, la cérémonie de fraternisation entre les différents délégués et les Centrafricains présents dans la salle, précédée de l'hymne national centrafricain, de l'émotion et parfois des larmes de joie. C'est un sentiment de réussite. Je crois qu'il est temps pour nous de repartir dans le pays et chercher à reconstruire le pays. Près de 170 délégués centrafricains ont pris part au Forum de Brazzaville qui redonne espoir au peuple centrafricain fragilisé par plusieurs mois de conflits armés et de querelles religieuses. Avec l'accord de Brazzaville, les Centrafricains peuvent espérer un retour à la paix. Encore, faut-il que chacun tienne ses promesses. La Côte d'Ivoire entend réguler le trafic d'armes avec la ratification du traité du commerce des armes ce mercredi 23 juillet. Adopté en avril 2013 et déjà paraphé par 118 pays, l'accord s'assure que les armes vendues ne sont pas destinées à contourner un embargo ou à des fins terroristes. Le document prévoit également une moralisation du commerce qui exclut les armes chimiques et nucléaires. Chaque année dans le monde, 500 000 décès sont à attribuer aux armes dites conventionnelles. Et outre le trafic d'armes, d'autres fléaux se sont développés sur le continent. Le terrorisme, par exemple, s'est installé au Mali, au Nigeria ou encore au Kenya. Alors, quelles sont les réponses et les solutions proposées par le continent? Élément de réponse avec Graziella Tchakounte et Fanny Mounichi. Coup d'État, guerre civile, affrontements intercommunautaires, autant d'épisodes qui ont attribué à l'Afrique une triste réputation. Et depuis quelques années, un nouveau malheur s'est abattu sur le continent. Il a pris un nouveau visage, celui du terrorisme. Une menace devenue permanente, réelle et globale. Non, la menace est globale et nécessite une réponse urgente à la mesure du danger. Je crois que le moment est venu de tirer les conséquences pratiques de la doctrine d'intervention que nous avons définie à l'échelle du continent. Prenant l'exemple du Mali, du Nigeria ou encore de la Libye, le chef de l'État camerounais juge urgent de trouver des solutions pour endiguer la menace. Cela passe par une conjugaison des efforts à travers la mise en place effective de certaines structures décidées par l'Union africaine.
Depuis plusieurs années, nous discutons de la construction d'une architecture de paix et de sécurité au niveau du continent. La question est complexe, je le reconnais. Nous avons néanmoins fait des progrès. Aujourd'hui, les contingents africains sont présents dans certains pays frères en difficulté ou participent avec l'accord de l'Union africaine à des opérations de stabilisation ou de maintien de la paix. Le chef de l'État camerounais a en outre corroboré les engagements pris pour accompagner les efforts de lutte contre l'insécurité qui gangrènent l'Afrique. Parmi ceux-ci, la mise en place d'un cadre intercommunautaire de coopération et d'un code de conduite relatif à la lutte contre la piraterie, la force africaine et la capacité africaine de réponse immédiate aux crises sur le continent. Les Tunisiens auront un mois supplémentaire pour s'inscrire sur les listes électorales. La procédure avait commencé en juin 2014 et devait s'achever mardi 22 juillet. 600 000 citoyens se sont déjà enregistrés pour pouvoir voter au prochain scrutin législatif et présidentiel d'ici la fin de l'année 2014. Avec cette prolongation de délai, les autorités espèrent atténuer l'abstention et atteindre les 1,5 million d'électeurs sur un électorat potentiel de 7 millions. Une étape significative pour notre éditorialiste Camille Sari. Écoutez. Maintenant que les élections, je dirais, le calendrier est fixé, la Tunisie est en train de parachever son processus démocratique du fait même que la constitution jugée libérale a été adoptée avec beaucoup de compromis. Et on doit dire aussi que c'est un pas également vers l'apaisement. À chaque fois, à chaque étape, il y a un esprit de travail collaboratif. Évidemment, il y a une compétition. Je sais que le parti Ennahda ne souhaite pas contrôler la présidence, il vise plutôt les législatives. Dans ce cas-là, c'est une excellente chose que ce parti-là, qui est quand même dominant à l'heure actuelle, n'essaie pas de s'accaparer tous les pouvoirs et ne bloque pas le jeu politique comme ce fut le cas en Égypte. Et nous savons ce qu'il s'est passé par la suite. Elle était l'un des thèmes majeurs de la conférence des Nations Unies sur l'environnement au Kenya au début du mois de juillet 2014. La pollution de l'air serait responsable de 7 millions de victimes chaque année et 1 milliard de personnes y seraient exposées. La pollution, phénomène directement lié à l'industrialisation croissante de nombreuses mégalopoles africaines. Mais ce facteur comporte énormément de risques, comme nous l'explique Mokhtar Ba. La pollution atmosphérique est omniprésente dans les grandes métropoles du continent. Elle est essentiellement l'œuvre des activités humaines telles que l'industrie et les gaz émis par les véhicules et engins à 2 roues. Aujourd'hui, il est important de trouver les voies et moyens pour lutter contre ce fléau. Pour les écologistes, la course à l'industrialisation entraîne la construction d'usines polluantes au détriment de la dimension environnementale. On va vers l'émergence. Et quand on va vers l'émergence, on va vers l'industrialisation. Mais ce qui est regrettable, c'est que lorsqu'on va vers l'industrialisation, lorsque les industries s'installent dans nos villes, il faut bien qu'il y ait une étude d'impact environnemental pour pouvoir étudier l'environnement où cette industrie s'installe, pour pouvoir voir effectivement si cette industrie peut s'installer dans cette zone, si elle ne va pas plus tard nuire aux populations environnantes. Donc, il y a cette étude-là qui n'est généralement pas faite dans beaucoup de villes africaines. La plupart des villes africaines ont été créées avant les indépendances et les dirigeants de cette époque n'ont pas pris en compte l'avènement du boom industriel. Quartiers résidentiels et zones industrielles ne sont pas clairement délimités. Pour les mouvements écologistes, il est temps pour l'ensemble des pays africains de penser à créer de nouvelles villes. Tous sont conscients qu'on ne peut pas construire une nouvelle ville sur une ancienne ville. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer, en voulant peut-être sauvegarder l'environnement, créer des problèmes sociaux. On ne peut pas se mettre à casser les populations si on est incapable, si on n'est pas capable de leur offrir une alternative. Ça veut dire que la seule solution aujourd'hui, c'est peut-être créer une nouvelle ville, comme au Nigeria, à Lagos, avec Abuja.
qui doit respecter quand même les normes environnementales. L'Afrique est entièrement concernée par le problème de la pollution atmosphérique car elle contribue à hauteur de 5 à 20% de la pollution atmosphérique à l'échelle mondiale. Si rien n'est fait dans les prochaines années, cette contribution pourra grimper jusqu'à 50%, ce qui pourrait avoir un impact important sur les populations africaines. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.